François Guillaume, quand François Guillaume Laurin, quand vous avez appris ce casse, quelle a été votre réaction immédiate ? J'étais évidemment sidéré parce que je l'avais vu en plus il y a pas très très longtemps, donc je me représentais bien les lieux. Je me suis rappelé que Génie était passée par là quand elle a fui les Tuileries en 1870, et elle était passée par le Louvre, elle était déjà passée par la galerie d'Apollon. Donc 155 ans plus tard, c'est quelque chose d'autre d'elle qui est partie, qui est sortie par la fenêtre. Et parce que dans le bilan, en fait, il y a la moitié qui appartenait à elle. Mmh. Donc ça nous rappelle un peu le dernier grand moment, en fait, joaillier de l'État. Mmh. En fait, c'était le dernier moment où la France investissait, pour rivaliser avec l'Angleterre. Voilà. En fait, il y a un match avec Victoria qui se passe à cette époque-là, et pour l'exposition universelle de Paris, en 1855, toutes les commandes là sont faites par Napoléon pour Eugénie, pour des choses qu'elle va quasiment d'ailleurs jamais porter à part le diadème. La couronne, on l'a jamais vue sur un tableau, jamais non plus. C'était has-been ? Non, c'était pas has-been, c'était aussi pour s'inscrire pour Napoléon III. Vous savez, il avait besoin de légitimité, donc il s'inscrivait. Pas encore. Pas encore, on était avec le Second Empire. On était le Second Empire, et puis qui amenait ensuite à la République. Donc il s'inscrivait en fait dans les pas de son oncle, tout simplement aussi, qui avait fait pas mal de bijoux pour Joséphine et pour Marie-Louise, et puis leur royauté. Donc il cherchait une légitimité. Cette période de l'histoire est quand même fantastique, et je parle... Alors, il y a les profs de lettres, Ophélie Roch, mais enfin, j'ai passé par l'école du Louvre aussi. Mais elle connaît bien quand même l'histoire de l'art et l'histoire tout court. Là, effectivement, je suis allé trop vite. On n'était pas encore en Troisième République, parce qu'il y a eu quand même quelques petits événements assez foireux d'ailleurs entre-temps. Mais est-ce qu'on était... Notamment Sedan. Mais est-ce qu'on était... est-ce qu'à l'époque, quand on était dans cette petite interstice impérial, est-ce qu'on se disait que ça allait être pérenne ? Ah oui, l'empire est construit. Ils ont un fils, et d'ailleurs, au moment où vous évoquiez Sedan, il est question d'abdication pour le fils. Donc il y avait l'idée d'une pérennité. Mais ce qui est intéressant, c'est que le 19e, ça bricole beaucoup, ça remonte beaucoup, ça fait beaucoup de pastiches au niveau architectural et au niveau des pierres. Et par exemple, la broche qui a disparu, c'est celle-là qui a le plus de valeur dans tout ce qui a disparu, parce que on était allé chercher des diamants de Mazarin, qui sont les plus anciens qu'on ait de la couronne, qui avaient été donnés à Louis XIV par Mazarin. On remonte des choses qui sont passées par Marie-Antoinette, qui sont passées par Napoléon Ier. Donc, quand voilà, on bricole un peu. Mais que ces pierres-là peuvent être retaillées aujourd'hui pour les écouler mieux, c'est quand même infernal. Il y a des milliers de diamants. C'est une question que j'ai oublié de poser à Lorenz Bäumer, justement. C'était prévu, et puis j'ai oublié de lui poser. On va peut-être pas essayer de le rappeler, mais voilà. Vous avez des milliers de diamants. Ce qui caractérise le Second Empire, c'est la quantité. Le Second Empire, c'est assez tape à l'œil. C'est assez... Même au niveau mobilier, d'ailleurs. Si et donc c'est assez clinquant, et ils mettent, je crois que sur la broche et sur le diadème, il y a 3000 petits diamants. Donc ils ont de quoi faire là pour couler. Sébastien Ligné, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, c'est drôle, mais j'ai très rapidement pensé à l'image de la France à l'international, en fait, dans cette histoire, parce que le Louvre, plus qu'une vitrine de la France pour les Français, c'est une vitrine pour l'international. C'est plus de 70% de visiteurs étrangers chaque année, plus que de visiteurs français. Et quand on se balade un petit peu sur les sites d'information étrangers, on a très rapidement un petit peu honte, en réalité, de ce qui s'est passé, parce que ça s'inclut aussi, plus généralement, dans l'image abîmée de notre capitale à travers le monde. C'est-à-dire que quand on parle aussi de l'état déplorable de la Tour Eiffel, par exemple, quand on parle même en termes de population et d'environnement, avec les vendeurs à la sauvette, quand on parle de l'état déplorable de la rue de Rivoli, qui est devenue une espèce de ZAD à cœur ouvert, alors que c'était une des rues les plus prestigieuses de Paris, quand on parle de l'organisation assez cataclysmique autour du château de Versailles ou du Sacré-Cœur. En réalité, c'est toute cette capitale-là qui est en train de... En fait, on a l'impression qu'on se réveille un petit peu de ce fantasme-là, c'est-à-dire qu'on a très longtemps fantasmé notre propre capitale. Et vous savez, il y a ce fameux syndrome de Paris, qui est expérimenté chaque année par plusieurs centaines de touristes, notamment asiatiques, qui en fait ont une image complètement de rêverie
de Paris. Et quand ils débarquent pour la première fois dans la capitale, la réalité est tellement loin de ce qu'ils avaient imaginé qu'en fait, certains touristes asiatiques notamment font des malaises quand ils débarquent à Paris. Et moi, ça m'a fait penser à cela. C'est aussi la déchéance de notre État et de notre capitale et de notre patrimoine le plus puissant. Ophélie Roch. Moi, j'ai pensé tout de suite au vol de la Joconde qui avait eu lieu en 1911, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, lors de ce vol, quand on a réussi à la récupérer en 1913, tout le dispositif, si vous voulez, de sécurité du musée date de ça. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu ce vol-là qu'en 1913, on a décidé en fait de mettre en place des mesures. Donc vous imaginez qu'il n'y a pas eu vraiment de vrai plan nouveau depuis 1913. Alors bien sûr, il y a eu des aménagements, mais il n'y a pas eu, si vous voulez, de plan de grande envergure. Le musée du Louvre, c'est quand même 120 millions de frais de fonctionnement par an et seulement 20 millions chaque année qui est dédié en fait à la sécurité. Donc c'est vraiment rien du tout. C'est-à-dire on voit bien, d'ailleurs quand vous vous promenez un petit peu dans les coulisses, quand vous vous promenez même dans les salles, qu'en effet il y a plein de choses, comme vous le disiez justement tout à l'heure. On respecte les lambris, on respecte le bâti, et ça c'est très très bien. Mais en effet le problème c'est que on a finalement des musées qui sont un petit peu des passoires sécuritaires. Et d'ailleurs c'est pas le seul musée, là on en a parlé parce que en effet déjà il y avait quelque chose de très rocambolesque dans cette effraction. Mais par exemple, il y a encore, en septembre, il y a eu 2 musées. Le musée national d'histoire naturelle à Paris, où ils ont quand même pris pour 600 000 € de pépites d'or, et le musée national Adrien Duboucher de Limoges, où en fait il y a eu 6 millions de vols avec de la porcelaine, des choses comme ça. 6 millions d'euros de vol, c'est ça ? 6 millions d'euros de vol pour deux plats en fait en céramique et un vase ancien. Mais ce que vous dites à propos de la sécurité, c'est d'ailleurs écrit dans la grande dépêche de l'agence France-Presse qui cite une spécialiste française de la Renaissance et qui dit ceci, de la Renaissance italienne. Elle dit: le 26 mai 2024 à 13h49, j'ai pu m'approcher d'un fragment de retable peint par Raphaël, une tête d'ange, jusqu'à le toucher, ce que je n'ai pas fait, sans qu'aucune alarme ne se déclenche, ni qu'aucun agent, ni conservateur ne m'interpelle. Qu'est-ce que ça vous inspire, François-Guillaume Laurin, à part de la tristesse et de l'exaspération? Peut-être de l'inquiétude, tout simplement, pour ce qui peut arriver encore. Et parce que là, c'est quand même un coup dur. Les diamants de la couronne, c'est quelque chose aussi. Vous parliez du Louvre, mais à l'intérieur du Louvre, il y a les diamants de la couronne qui sont aussi un symbole dans le symbole. Et là, c'est au bas mot quasiment tout le 19e siècle, pratiquement, qui a disparu. Il reste encore un petit peu de Marie-Louise, un peu de Napoléon, c'est tout. Heureusement, il reste le Régent, il reste le Sancy, enfin toutes les grandes pièces, la couronne de Louis XV, mais ça peut recommencer. Ce que vous dites ailleurs me rappelle ce qu'on disait tout à l'heure en conférence de rédaction, notamment avec Julien Brigaud, le rédacteur en chef, qui disait mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une pièce forte comme dans les bijouteries, justement, on était avec Laurence Boimer. Pourquoi est-ce que c'est pas au centre du musée, sans fenêtre, sans rien, c'est quand même aberrant qu'il y ait une fenêtre qui donne sur comment dirais-je, la couronne de génie. Mais parce que la construction du musée est faite aussi comme ça. C'est une construction particulière, le Louvre. C'est un espèce d'énorme U, finalement. Donc vous avez forcément un super U. En termes de forme. Donc de fait, vous avez forcément des accès vers l'extérieur. Et vous prenez par exemple la Joconde, qui reste, on va dire, la pièce maîtresse du Louvre. Le Louvre, la Joconde est en effet conservée à un lieu très stratégique. Mais vous pouvez pas la faire, vous n'avez pas les moyens. Mais elle est seule d'ailleurs dans sa salle. Exactement. Non, il y a d'autres œuvres. Non, il y a d'autres tableaux. C'est la seule qui est isolée. Ça dépend. Voilà, elle est isolée dans un caisson. C'est la seule œuvre en effet isolée. Moi, je me souviens quand j'étais allé avec mes enfants, elle était vraiment un peu. Et c'est la logique aussi du musée depuis des décennies qui consiste en fait à s'ouvrir complètement au public. En fait, c'est tout pour le public, tout pour permettre, autoriser, faciliter les flux. Et donc, ça a été depuis quelques décennies la philosophie du musée qui est en fait pas du tout une philosophie sécuritaire, qui est au contraire une philosophie ouverte sur le monde. Ouais. Donc ça, on en paye. Enfin, avec les aspects sécuritaires, et Laurence Boimer en parlait, il disait on est en porte-à-faux avec aussi l'architecture qui fait qu'après ça dénaturait, et puis on a les ABF, les architectes de France, les monuments historiques qui s'en mêlent, qui disent vous pouvez pas mettre de barreaux. Enfin, c'est intéressant ce choc de l'histoire avec le présent. C'est des projets d'Hubert Robert en fait, quand ils ont décidé de faire du Louvre un musée, ça a toujours été en fait ouvert vers l'extérieur. Donc en fait on paye aussi ce prix-là, c'est-à-dire que c'est vrai ça qu'on a toujours été comme ça. Château Royal en musée.
Voilà, donc ça a toujours été ça dès le début en fait. Enfin, ça existe dans d'autres pays et ça marche visiblement beaucoup mieux. Merci beaucoup François-Guillaume Laurin d'être passé par